Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de T'as vu, émission et programme proposé par des étudiants en Master 2 de journalisme à l'Institut catholique de Lille. Aujourd'hui au programme de notre émission, de la culture et évidemment du divertissement. Et on commence ce programme par cette fermeture de cette 4e grande édition de Lille 3000 intitulée Renaissance. Elle a commencé le 26 septembre dernier et s'est clôturée la semaine dernière. Laurie Auchou est allée à la rencontre de ces Lillois qui ont participé à de nombreux événements organisés par Lille 3000. La 4e grande édition de Lille 3000 s'est achevée le week-end dernier. Avec son thème Renaissance, l'ancienne capitale culturelle européenne mettait les villes de Détroit, Rio, Phnom Penh et Eindhoven à l'honneur. Mais qu'en ont pensé les principaux concernés, c'est-à-dire les Lillois? C'est un bon thème, oui, qui peut être pris dans plusieurs sens. Mais là, en l'occurrence, dans les expos, ce qui était intéressant, c'était justement le renouveau de la ville, ou même la joie de vivre, le renouveau pour soi-même. C'est difficile, hein. J'ai beaucoup aimé Détroit, j'ai beaucoup aimé la joie de vivre, et puis j'ai beaucoup aimé aussi le travail qu'il y a en sous-sol au tri. Voilà. Ah oui, ouais, ça ramène beaucoup de monde et puis même ça montre que la ville elle est intéressée pour faire plein des événements culturels, toutes les expos qu'il y a en ce moment, c'est super chouette. Moi j'ai trouvé ça super. Oui, alors Renaissance je trouve ça hyper intéressant du coup parce qu'on peut voir, ça apporte une ouverture d'esprit, le renouvellement, on comprend que les villes changent et on a des nouveaux savoirs sur les artistes, etc. Et du coup, et puis on voyage un peu à travers le monde vu qu'il y a eu le Brésil, le Cambodge, etc. Alors j'ai fait Joie de vivre au Palais des Beaux-Arts, le Tripostel, et j'ai fait aussi Détroit. J'ai beaucoup aimé Détroit, le côté street, culture, l'ambiance un peu zombie, la ville laissée à elle-même. Et je trouvais ça plutôt marquant. Même il y a des passages de danse avec des Afro-Américains et tout qui sont là, du coup c'est ce que j'ai préféré. Voilà. Donc il n'y avait pas de... Et pour faire passer le machin gonflable au milieu des arbres, mais c'est une catastrophe. Alors autant ça coûte une fortune tout ça, d'accord. Et finalement, on ne profite pas de la situation. Bon, il y avait les chars, il n'y avait pas d'unité, avec les camions, ça ressemblait à rien, quoi. Il n'y avait pas d'émotion. Alors c'est la vision d'Aubry et de la ville. C'est quoi la vision d'Aubry et de la ville? C'est les grandes fêtes populaires avec les masses populaires. Et pendant ce temps-là, il y a des tas de petits bars qui font de la musique, etc. Moi je connais bien, je suis DJ, à mes heures, donc je connais bien. Tous ces petits bars là, ils sont persécutés sans arrêt par la police, par ceci, par cela. Quand vous voyez qu'ils n'ont même pas fait collaborer les associations brésiliennes de Lille, non mais tout ça c'est voilà quoi. Alors j'ai pas peur de m'exprimer. Donc Lille est une ville sociétale. Qu'on encourage les bars, la musique dans les bars. C'est comme ça que les grands chanteurs ont démarré, les Brel et tout ça, dans les cabarets sur des cassettes savon. Les musiciens, c'est pareil, que je connais. Les musiciens, ils démarrent comme ils peuvent dans les petits bars et tout le machin où les gens viennent les voir. Je suis allée voir l'exposition sur Phnom Penh. Écoutez, je suis partie 3 semaines à Phnom Penh, donc ça me touchait particulièrement. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien, ça mettait vraiment en valeur la ville et les mouvements à l'intérieur de la ville et tout. Et on voit vraiment que c'est un pays en développement et ça fait plaisir. C'est vraiment une ouverture sur le monde et je trouve ça important. À la parade, c'est vraiment cool avec l'orchestre en hauteur, c'était vraiment stylé. L'orchestre symphonique, c'était magnifique. C'était vraiment cool. Et puis sur ambiance brésilienne. Ambiance Brésil do Brésil. C'était vraiment sympa. Il y avait plein de danseuses et plein de danseurs, c'était vraiment top. Ça dynamise un peu la ville, malgré qu'elle soit très dynamique. Très dynamique déjà, ouais. Tu fais une bonne étude pour la ville. C'est vraiment bien. De retour sur le plateau de T'as vu, bonjour Laurie. Bonjour. Vous nous avez rejoints pour discuter évidemment de cette exposition de Lille 3000. Alors vous personnellement, quelle expo êtes-vous allé voir au cours de cette année? Alors j'en ai fait 2, j'ai fait celle de Détroit à la gare Saint-Sauveur et j'ai fait aussi celle du Tripostal Séoul vite vite et tu dois changer ta vie. Bien, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai bien aimé parce qu'on voyait vraiment l'aspect renaissance dans ces expositions avec des villes qui étaient à la base pas pauvres mais très détruites, marquées par l'industrie, par
le temps, Le temps, oui. l'industrialisation et tout Évidemment. ça. Détroit Et notamment. vraiment, on voit que c'est des villes qui se sont relevées en fait de leur centre, quoi. Donc c'est. Alors, votre coup de cœur, si on devait donner un petit coup de cœur aux personnes Alors qui moi, nous regardent. j'ai préféré Séoul vite vite. Ouais. Parce que j'ai toujours aimé un peu la culture coréenne et du coup, ça m'a vraiment intéressée. Une note sur 20, ouais, rapidement. Une petite Sur note sur 20. 20, on dirait aller 16. Très bien, très bon choix. Merci Laurie. On continue évidemment dans le divertissement avec Adrien Renoir. Passez pas Laurie, si, allez-y. Avec Adrien Renoir qui est allé à la rencontre d'un nouveau bar, pas tout à fait comme les autres. Bar. Dans une ambiance décontractée, l'endroit qui est ouvert ses portes le 5 juin 2015 est plus qu'un simple lieu de débit de boissons et vous allez vite comprendre pourquoi. Vous êtes-vous déjà accoudé à un bar fait de Lego ? Avez-vous déjà commandé un verre entre un terrain de pétanque d'un côté et une table de ping-pong de l'autre ? Probablement pas, à moins que vous ne connaissiez déjà le Uno's Bar. Concept inédit en France, le lieu propose dans le même établissement d'allier boissons, sport et loisirs. Alors le concept c'est simple, c'est un bar avec une table de ping-pong et un terrain de pétanque à l'intérieur. Et une sacrée armoire remplie de jeux de société. Et voilà, le concept c'est ça quoi, sport, loisirs et jeux. J'ai monté ça avec mon meilleur pote. Nous on est des grands fans de ping-pong, on est pongistes tous les deux et du coup grands fans de ping-pong et de pétanque tous les deux. Et ça nous est venu d'un voyage à Berlin où on s'est retrouvés dans un bar comme ça avec une table de ping-pong. On a passé une soirée de ouf à faire des tournantes avec 40 personnes. Il y avait des Espagnols, des Italiens, et tout le monde commençait à parler à tout le monde finalement et tout. Et la pétanque c'est venu un peu après où en fait on a commencé à se rendre compte qu'il y avait vachement de joueurs à Lille, que dès qu'il fait un peu beau, tous les terrains extérieurs ils sont blindés et tout ça. Et on est les seuls en France, dans le monde, je sais pas, à faire pétanque et ping-pong. Après à Paris, t'as un bar avec un terrain de pétanque et t'as un bar avec une table de ping-pong, mais les deux réunis, on est les seuls à le faire. Convivial, on y vient toujours pour boire un verre et en général on se laisse aller à une petite partie de boule avec plus ou moins de talent. Ouais, beaucoup de joueurs, forcément, parce que ça réunit à fond, mais plein de gens aussi qui viennent pour voir et puis qui se prêtent au jeu et qui finalement c'est hyper addictif en fait. Une fois que tu commences la tournante, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est hyper addictif. Et du coup bah voilà, ça devient des habitués parce que les gens qui viennent, ils reviennent. Et après on touche un public super large aussi parce que le ping-pong, la pétanque, tu joues de 7 à 97 ans et tout le monde sait jouer, tout le monde connaît les règles, c'est simple, c'est basique. Et du coup on se ferme à personne, tu vois, on se ferme à aucune clientèle, donc forcément on attire toutes sortes de gens. Au Uno's, pensez à consommer de l'alcool avec modération. Pour le reste, pétanque, ping-pong et bonne humeur, régalez-vous. Je vous l'avais dit, un bar pas vraiment comme les autres. On ouvre notre volet culturel et c'est nos journalistes Camille Tombray, Marie Lemaire et Charlotte Benoît qui sont allés à la rencontre de Philippe Rochaud, ancien journaliste d'Antenne 2 dans les années 70 et 80. Nos journalistes sont allés à sa rencontre, il était au Furet du Nord la semaine dernière. Retour aux sources pour Philippe Rochaud, journaliste pour France Inter et reporter d'images pour France 2. Le lauréat du prix Albert Londres en 1986 pour ses reportages au Liban est revenu à Lille pour parler de sa passion première, la photographie. C'est dans ce contexte qu'il nous livre sa vision du journalisme aujourd'hui. Le métier a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément de façon négative, comme on le dit. Moi, je trouve ça formidable qu'il y ait cette masse d'informations, cette masse d'images qu'on peut gérer, mais qu'il faut aussi beaucoup contrôler, parce qu'on peut facilement se faire piéger. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les journaux quotidiens souffrent beaucoup, que l'avenir, c'est certainement sur Internet. Si vous faites une enquête chez la jeunesse aujourd'hui, c'est surtout Internet qui regarde. Et les plus de 40 ans, 50 ans regardent la télé. Mais je crois que c'est vraiment l'avenir et qu'il faut arriver peut-être à travers des sites payants, parce que l'information, c'est quelque chose qui doit se payer, c'est quelque chose qui coûte de l'argent dans la recherche. Et donc, je crois qu'avec des sites payants, la profession de journaliste pourra s'en sortir grâce à Internet. Oui à la prolifération des informations, tous médias confondus, mais attention à la désinformation.
Il y a tellement d'images qui circulent qu'on a envie de tout de suite les mettre à l'antenne, de tout de suite les montrer sans grande réflexion. Donc il faut aujourd'hui apprendre à authentifier les images, à voir qui envoie ces images, d'où elles viennent, quelle est la date. Donc heureusement, il y a des petits logiciels qui nous permettent de voir ça, de voir si l'image a déjà été exploitée ou non. Donc il y a des possibilités de vérification. Mais il y a quand même un danger qui est réel. C'est pour ça que je pense qu'il faut compter encore aujourd'hui sur les grandes agences, Reuters, AFP, qui, elles, ont beaucoup de correspondants qui peuvent nous éclairer sur la provenance des images. Et donc, c'est quand même une garantie ensuite pour diffuser l'image, à la fois dans la presse et à la télé, que d'avoir ce contrôle qui est effectué par les grandes agences. De la révolution iranienne en 1979 à la chute du mur de Berlin en 1989, en passant par la Chine, Philippe Rochaud a connu l'une des pires situations de sa profession, une prise d'otage en 1986 pendant la guerre du Liban. Comme je dis toujours, c'est à cause de ma profession que je suis tombé dans ce piège-là, et c'est grâce à ma profession que j'en suis sorti, parce que j'ai toujours essayé de rester journaliste pendant ma détention. C'est-à-dire que même quand j'étais détenu, enchaîné au radiateur d'un appartement abandonné, je me suis toujours efforcé d'observer les choses, de guetter les sons pour savoir où j'étais. Hein, je ne vais pas dire que ça m'a sauvé, mais ça m'a beaucoup aidé. Et après, quand je suis rentré en France, après ma libération, il y a des gens qui me disaient dis donc, j'espère que tu vas changer de métier maintenant. Et j'ai dit non, pas du tout. Au contraire, j'ai voulu continuer dans le métier et continuer à faire des témoignages. Et je crois que c'est la solution qu'il faut donner aux gens qui tombent dans ce genre de pièges et qui sont otages, c'est de continuer à garder leur profession, bien sûr en faisant attention de ne pas retomber une deuxième fois dedans, mais de garder la foi dans le métier. Je pense que la guerre, ça ne peut pas être un sujet en soi. Je veux dire, la guerre, ça fait partie d'un événement qui se déroule dans un pays. Si vous êtes passionné pour le Moyen-Orient, automatiquement, c'est des régions où il y a la guerre, c'est des régions où il y a des révoltes, des révolutions. Donc vous êtes amené à couvrir ça. Mais ça ne peut pas être que ça. Je veux dire, il faut aussi montrer un autre visage de ces pays-là. Il faut montrer aussi que ce soit l'aspect, culturel, sportif, l'aspect touristique même. Ça nous arrive de faire des reportages sur le tourisme. Philippe Rochaud reste avant tout passionné par l'image fixe. Comme il aime le dire, la photographie inscrit l'instant dans l'éternité. Comme c'est joli. Merci à Charlotte Benoît, Camille Tombray et Marie Lemaire pour ce reportage. Et évidemment, merci à Philippe Rochaud pour son témoignage. On continue dans la culture et cette fois avait lieu hier une conférence à l'Institut catholique de Lille, en salle Ola Maxima, sur l'interculturalité. Un mot pas facile à dire. Et c'est Adrien Renouard qui a couvert l'événement. À l'heure de la mondialisation des échanges, les migrations internationales et leurs effets constituent un phénomène d'une ampleur croissante et d'une grande complexité. La 21e journée professionnelle de sites qualifiants au travail social se déroulait à l'Institut catholique de Lille et se penchait sur la question des migrations internationales et du travail social. Le professeur Emmanuel Jovelin y traitait de l'interculturalité. En fait, je ne savais pas quoi vous dire parce que un certain nombre d'entre vous ont déjà entendu des conneries pendant une dizaine d'années. Alors je me dis, qu'est-ce que je viens pouvoir raconter qui serait nouveau et qui n'ont jamais entendu, mais finalement je n'ai rien trouvé. Et donc voilà. L'intérêt de l'approche interculturelle, c'est de permettre une intervention basée sur la reconnaissance identitaire des personnes que nous accompagnons et aussi basée sur le respect de la personne, sur le respect de ses valeurs, de ses croyances, de ses différences culturelles et des changements qu'elle vit au cours du processus migratoire. Et en même temps aussi, l'intérêt d'une approche interculturelle, c'est de permettre une attitude d'ouverture. Dans le cadre de cette journée, nous avons pu rencontrer le professeur Jovelin. Votre propos a essentiellement porté sur l'interculturalité et la manière de percevoir l'autre. En fait, que préconisez-vous pour recevoir l'autre dans sa différence et réussir à l'intégrer à un certain modèle social ? Vous savez, donc, je disais tout à l'heure que l'interculturalité, en fait, c'est un processus par lequel donc, des individus ou des groupes de cultures différentes interagissent, entrent en contact. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que par rapport notamment aux travailleurs sociaux qui étaient dans la salle, il faut une pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut passer par la pédagogie, il faut savoir contextualiser les faits, comprendre un peu là où ils viennent, comment ça se passait, comment est-ce que ça se passe ici, et leur expliquer donc les modes de vie d'ici, pour que justement les amener tout doucement à pouvoir s'intégrer.
Vous voyez, donc c'est ça. Dans le cadre actuel d'une crise des migrants, comme on la nomme, est-ce qu'il est possible pour vous de faire de la pédagogie à l'échelle d'un grand nombre ? Parce que la pédagogie, ça passe chacun vis-à-vis de l'autre, donc c'est des démarches individuelles. Comment faire pour que cette pédagogie soit mise en place à grande échelle ? Ça paraît peut-être un peu trop difficile à faire, non ? Oui, mais je pense qu'il y a... Les problèmes, c'est de voir d'abord quel est le cadre qui est mis en place. Si vous allez dans les jungles décalés, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un camp sauvage où il n'y a aucune règle qui est posée, les gens vivent comme des animaux et tout ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les gens vivent mieux à partir du moment où il y a des normes qui sont posées, des règles claires qui sont posées. Vous voyez, parce que nous sommes dans un monde où nul ne peut se passer de la loi, nul ne peut se passer de la réglementation, parce que c'est la réglementation et la loi qui sauvent l'individu du vide. Et donc, dès lors que la loi n'est pas respectée en tant que telle, c'est le chaos. Autre chose aussi, nous sommes dans une société, effectivement, où il y a une crise. Il y a la crise des migrants, il y a la crise d'insertion. Nous avons un modèle qui est aujourd'hui en faillite. Le modèle d'intégration, français d'intégration, est en faillite, est en crise. Et donc, aujourd'hui, la France a du mal à intégrer. Et donc, du coup, il y a la question de mesurer les capacités d'accueil et puis en même temps aussi voir un peu comment est-ce que, si on doit accueillir donc, notamment ces nouveaux migrants, finalement, quel type de structure peut-on mettre en place? Comment est-ce qu'on peut les accueillir? Voilà, c'est ça. Donc là, on est vraiment devant... Aujourd'hui, nous sommes devant un défi auquel on n'était pas confrontés il y a très très longtemps. L'immigration, c'est aussi une question étatique. Très beau reportage signé Adrien Renoir et Hubert Desmarais. Alors qu'Adrien nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Hubert. Bonjour Adrien, comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vous remercie, impeccable. Alors cette conférence avait lieu hier. C'est une thématique, ma foi, en plein dans l'actualité, pourrait-on dire. Très actuel, on l'a vu dans le reportage, c'est la crise des migrants. Donc en fait, la journée qui se tient chaque année a fait exprès d'aborder cette thématique sous le regard des travailleurs sociaux, mais a voulu vraiment pointer du doigt le défi, comme le dit le professeur Jovelin, parce que l'accueil de l'autre, c'est bien, mais jusqu'à quand? Comment? Quand on a pu discuter avec le professeur Jovelin, il a bien dit que c'était facile d'intégrer des personnes. Donc lui, il veut vraiment qu'on mette une pédagogie en place pour accueillir ces personnes, mais accueillir des peuples, c'est beaucoup plus dur, donc ça prendra beaucoup de temps. Mais c'est surtout un travail personnel, si on comprend bien. C'est-à-dire chaque individu a un travail sur soi à faire, finalement. Oui, c'est un travail personnel, mais dans le cadre d'un État, parce que en fait, les personnes peuvent faire des bonnes actions au quotidien, mais les personnes se développent dans un État, et si les structures d'accueil des États ne sont pas efficaces, alors c'est même pas possible, enfin c'est impossible à faire quelque chose de concret, quoi. Oui, un État réglementé, comme le dit le professeur Jovelin notamment, bien normé. Si Tout à fait. On est d'accord. Merci Adrien. Merci beaucoup. De rien Hubert. On reste à l'Institut catholique de Lille, avait lieu hier un speed recruiting. Alors un speed recruiting, ça met en lien et en relation des étudiants à la recherche d'un stage et les entreprises désireuses de recruter. On vous en dit plus avec ce reportage de Vina Naudin et de Azaria Anglionin. Dérivé du speed dating, le speed recruiting ne cesse de gagner du terrain en France. Ces entretiens d'embauche express où les candidats ont quelques minutes pour convaincre. Ce concept est adopté par l'Université catholique de Lille. Ce jeudi a lieu l'édition 2016 du speed recruiting avec à l'honneur l'entrepreneuriat. En fait, il y a quelques années, j'ai eu cette idée d'organiser le speed recruiting pour aider aux étudiants de trouver des stages parce que c'est toujours un problème, ça manque cruellement, on n'a jamais de stage à temps. Surtout, ce qui était important, c'est que les étudiants y contribuent. Donc, les étudiants font un projet avec les profs pour eux-mêmes. En fait, en organisant ce genre de manifestations, on commence à créer le réseau. On est les premiers à contacter les entreprises, donc on est les premiers à avoir cet apport professionnel, les faire venir, comment ça marche. Donc c'est l'opportunité aussi de commencer à avoir son carnet d'adresses. La journée a débuté avec une conférence où 3 entrepreneurs ont partagé leurs expériences professionnelles, des rencontres qui ont permis aux étudiants de se faire une idée concrète sur l'entrepreneuriat. C'est toujours très intéressant de pouvoir avoir des gens qui ont travaillé,
qui ont créé une entreprise, qui ont travaillé dans un certain domaine. Bon, là, c'était quand même très axé tourisme, mais bon, tourisme communication, mais c'est quand même assez intéressant. Et puis, j'ai toujours voulu en fait créer quelque chose. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, en fait, donc j'ai toujours voulu créer quelque chose, et donc ça m'intéressait de voir un peu comment ça a été fait. Rien de nouveau. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà entendues dans ma famille, mais c'est toujours intéressant de voir qu'en fait, c'est plutôt assez universel. Mais c'est assez contradictoire en même temps, parce qu'ils nous disent d'un côté qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils ont beaucoup de liberté, d'un autre côté qu'ils travaillent énormément. On entendait Constance qui disait qu'elle allait travailler moins 80 heures par semaine. C'est à peu près ça, 70-80, c'est généralement ce que les gens auto-entrepreneurs disent. Donc du coup, où est la liberté ? C'est un peu contradictoire, mais c'est assez intéressant et c'est assez ce que je retrouve depuis que je suis tout petit, ce que j'entends depuis que je suis tout petit. 3 intervenants au profil complètement différent, dont un autodidacte pour qui l'école n'a pas été la voie du succès. Je repense souvent à Pierre Bérégovoy, qui était un ancien Premier ministre français, et qui a eu un simple CAP, si on peut, un petit CAP, et donc un bel autodidacte qui a eu un très beau parcours et qui disait toujours « le souci des autodidactes, c'est qu'on doit travailler 4 fois plus ». Vous allez travailler 4 fois moins, en fait, si vous avez des grandes études, si vous faites des études très poussées. Alors, il y a une histoire déjà de motivation. Ça c'est clair. Et puis après, ce que j'expliquais aussi durant cette conférence, c'est de croire en soi. Mais le talent et croire en soi, tout ça c'est souvent assez caché. Et peut-être que les étudiants sont encore un petit peu jeunes pour avoir confiance en eux, un petit peu jeunes aussi pour découvrir leur talent caché. Et tout ça, ça va venir. Après la conférence, place aux choses sérieuses, les étudiants se sont livrés à l'exercice des entretiens express dans le but de décrocher leur stage de fin d'année. C'est la première fois que je fais passer des speed recruiting. J'ai reçu 3 étudiants. Ça se passe très bien, pour ma part, je leur laisse 3 minutes pour s'exprimer. J'essaye de voir si elles gèrent leur temps et je me donne ensuite 2 minutes pour leur poser quelques questions et analyser l'attitude qu'elles peuvent avoir ou qu'ils peuvent avoir pour voir s'ils correspondent au profil demandé. Sur les 3 candidats, j'en ai une pour laquelle j'ai mis non, j'en ai une pour laquelle j'ai mis why not, pourquoi pas, et qui me paraît une candidate jeune mais qui a la bonne attitude pour répondre au poste. Je pense que même en 5 minutes, si l'étudiant a su avoir la capacité de synthèse et donner l'essentiel et montrer pourquoi et s'il connaissait l'entreprise, je pense que ça donne une première présélection qui est tout à fait percutante. C'était pour l'entreprise qui s'appelle Kioni. C'est une entreprise de tourisme, donc rien à voir avec ce que je veux faire. Mais vu qu'ils avaient un peu des offres marketing, je me suis dit que j'allais postuler quand même. Oui, en fait, au début, ils nous disent d'aller droit au but, de nous présenter brièvement. Et puis ensuite, ils nous posent des questions pour savoir vraiment s'ils ont le profil qu'on recherche, si on a le profil qu'ils recherchent. Moi, je trouve que c'est une expérience en plus, même si c'est vraiment 5 minutes, c'est très rapide. Mais ça nous permet déjà d'acquérir une certaine confiance parce qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de faire beaucoup d'entretiens. Mais je pense que c'est quelque chose de très bien. C'est une très bonne organisation, le fait de pouvoir rencontrer des entreprises et des professionnels. Voilà, je pense que c'est une bonne chose. Il ne reste aux étudiants plus qu'à attendre pour savoir s'ils ont réussi leurs entretiens. Le speed recruiting, quant à lui, devrait être renouvelé en 2017. Nous avons rejoint sur le plateau Florian Deville et Tiffaine Moreau. Bonjour à vous. Bonjour. Pour parler justement de ce speed recruiting. Alors c'est une belle initiative, mais justement, qui en est l'instigateur finalement D'où ça sort, ce speed recruiting? Qui l'organise? Alors, ça a été une initiative du Master AIT, qui dépend de la Master Affaires internationales trilingue, qui dépend directement de la FLSH, donc de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Ouais. Donc le speed recruiting a été mis en place par le Master dans les années 2010. Donc on est à la 5e édition, hier c'était la 5e édition. Et voilà, c'est l'initiative du Master, mais ensuite c'est les étudiants qui prennent le rôle en fait d'assurer l'ensemble de l'événement. Justement, quelle a été votre fonction à vous, Tiffaine, peut-être, racontez-nous. Avec Florian, en fait, on avait le même rôle. Nous étions les chefs de projet justement du speed recruiting, et donc ça a été à nous après, donc déjà de façon bénévole, on s'est porté volontaire pour l'organisation, et on a dû former une équipe. Donc on a fait passer déjà des entretiens pour former une équipe solide avec qui on partageait des valeurs communes et qui était prête à s'impliquer dans la formation de cet événement. Et puis nous, ça a été surtout de les guider à travers tout ce projet pour le démarchage des entreprises et puis aussi le jour J, la logistique. Alors justement, comment ça se passe le démarchage des entreprises? Comment vous allez les solliciter comme ça? Vous leur proposez le fait de venir participer à un speed recruiting ici à la Alors en fait, le master est divisé en 3 parties. On a la partie communication, la partie marketing et la partie tourisme. Et donc dans chaque partie, dans chaque filière, on a recruté un M1 et un M2. Donc le M2 va chapeauter le M1 de sa filière pour essayer de démarcher un maximum d'entreprises et d'avoir des retours assez positifs. Et également, donc notre rôle à nous, c'est de chapeauter l'ensemble du projet et également de trouver des conférenciers, puisqu'il y a également une conférence de 10h à midi.
Donc le speed recruiting a eu lieu de 14h à 16h hier. Et donc de 10h à midi, nous avons eu 3 conférenciers donc, qui viennent d'horizons différents, du marketing, du tourisme et de la communication notamment, et qui ont justement développé une conférence sur l'entrepreneuriat. D'accord. Très bien. Et alors, c'est un travail depuis combien de temps vous êtes sur ce speed recruiting finalement? Ça fait plusieurs mois, depuis septembre, en fait, dès la rentrée, ça a été la formation de l'équipe et tout de suite on s'est mis au travail parce que ça passe très très vite, notamment qu'on a les vacances. Que dites-vous? Et alors, combien d'entreprises sont venues hier pour ce speed recruiting justement? Alors on peut compter une vingtaine, donc sachant qu'il faut diviser les entreprises qui sont représentées directement par des membres de l'entreprise. Après on a eu des Skype, donc depuis l'Amérique latine, avec des entreprises qui étaient sur place. Et pour les entreprises qui ne pouvaient pas se déplacer, on a aussi des intervenants du master qui représentaient les offres de stage. Bien. Et alors en général, comment réagissent les étudiants? Parce que là on en a vu un petit peu sur leur reportage, mais vous qui êtes un petit peu dans les rouages de l'organisation, comment réagissent les étudiants? Ils sont plutôt positif à ce genre d'initiative, oui, évidemment. On a eu quelques retours déjà par rapport à l'événement d'hier, c'était assez positif. On a eu quelques retours d'entreprises également qui étaient assez contentes, qui ont trouvé des profils intéressants et qui correspondaient à leur recherche. Parce que là, on précise que c'est évidemment pour trouver un stage. Voilà, tout à fait. Dans un premier temps, c'est trouver un stage et ensuite éventuellement une embauche. Exactement. Et oui, vous n'avez pas tout à fait encore le retour, c'est un peu trop tôt pour en parler. C'était hier, en effet, ça va attendre sûrement plusieurs semaines. Et alors la prochaine édition, il y en a une d'ailleurs de prochaine édition, l'année prochaine on peut... Oui, normalement, bien sûr. Oui. Les équipes qui organisent cette année prendront la relève, les M1, pour l'organiser l'année prochaine. Vous serez plus la partie. Voilà. D'accord. On passe le flambeau aux prochains étudiants. Vous avez tout à fait raison. Et on les remercie encore une fois pour leur implication. C'est l'occasion de le faire. Merci à vous, merci Florian, merci Tiffaine d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un 13e épisode de T'as vu. Merci d'avoir été avec nous. Excellent week-end à vous.